bonsoir en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo. Charlie Info FR. Je reviens avec une autre vidéo aujourd'hui pour vous parler encore d'Alain Foka dans cette émission où il a fait mouche, où selon moi il a parlé à cœur ouvert. Cette fois-ci il parle de la Côte d'Ivoire avec véhémence et beaucoup de révélations, beaucoup de choses qui sont dites dans le cadre, n'est-ce pas, des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, mettant en lice un ensemble de problèmes que Alain Foka révèle ici dans cette vidéo. Je vous prie de regarder la vidéo et on reviendra après pour poser un ou deux petits mots de commentaires et vous donner aussi la latitude, n'est-ce pas, de commenter. Allons-y. Je suis journaliste et donc je suis totalement rassuré que j'ai affaire à la fois aux journalistes, aux leaders d'opinion que j'ai aujourd'hui. Alors nous sommes en 2025 et c'est une année charnière pour plusieurs pays africains et je sais que je suis ces pays parce que je couvre l'actualité dans toute l'Afrique depuis des années. Le premier pays sur lequel je voulais qu'on s'arrête, c'est la Côte d'Ivoire parce que tu as produit il y a quelques semaines de cela un débat sur les élections et la crainte que l'on peut avoir à l'arrivée des élections en Côte d'Ivoire, un peu une sorte de vice répétition. Alors je voulais qu'on s'arrête déjà. Pourquoi avoir tenu à faire ce débat-là sur Infomédia et bien sûr Vox Africa? Pour moi, je pense que la Côte d'Ivoire est un pays phare de l'Afrique francophone. C'est un grand pays. On l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un grand pays qui connaît des transformations extraordinaires. Mais c'est aussi un pays qui est à l'image de tout ce qui se passe sur le continent. Nous avons un pays où on est en train de répéter exactement ce qui s'est passé il y a quelques années. Et pour moi, ça m'embêterait qu'il tombe encore, qu'il sombre encore dans la violence. Parce que c'est un pays phare et parce qu'on l'aime tous. Je sais que certains diront, c'est pas ton pays, sauf que moi j'aime l'ensemble des pays africains. Et que pour moi, si tous ces pays vont bien, l'Afrique va aller bien. Et la Côte d'Ivoire, pour moi, est importante. Or, quand je regarde aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression qu'on rejoue un match qui s'est joué il y a quelques années, où on exclut quelqu'un pour ses origines, pour son appartenance à tel ou tel groupe. Et ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu parce que je pense que ça doit se jouer sur le tapis vert pour parler de façon un peu sportive. Ou à la réalité, chacun doit pouvoir compétir. J'ai peur que cette exclusion amène encore les mêmes et produise encore les mêmes effets qu'il y a quelques années, c'est-à-dire que les gens se déchirent pour ça, tout simplement. Je ne juge pas, je constate. Oui, mais il y a un fait aujourd'hui, et je crois que d'un point d'ajustement, c'est que les opposants à l'Assane Ouattara lui reprochent de neutraliser tous les potentiels opposants sérieux. L'ancien président Laurent Gbagbo n'est toujours pas inscrit sur la liste électorale. Il y a le cas de Didier Richard. Je voudrais qu'on s'arrête déjà sur le cas de l'ancien président Laurent Gbagbo. Comment est-ce que vous percevez cela? Parce qu'il a été acquitté par la justice internationale, mais il est encore sur le coup d'une affaire un peu alambiquée en Côte d'Ivoire. Alors comment vous percevez ça? Je trouve que, de mon point de vue, je trouve que c'est absolument ridicule. Pas parce que je suis pro ou anti-Gbagbo. J'ai des opinions et nos relations varient. C'est quelqu'un que je respecte, qui a été président de la République en Côte d'Ivoire. Ce qui me marque, c'est qu'on a envoyé quelqu'un à La Haye. Il est en prison à La Haye. On le juge en disant qu'il est absent et on le condamne pendant qu'il est absent. À La Haye, on l'a définitivement acquitté. Il est acquitté. Il revient à la condamnation du pays reste. Mais on dit qu'il fallait cela pour être jugé. Comment il devait faire pour être jugé à la vérité? Ce qui me frappe, c'est plutôt qu'on en soit encore là et qu'on recommence les mêmes histoires. S'il est acquitté à La Haye, je pense qu'on devrait revoir ce jugement au pays parce qu'il n'a pas été absent de son fait. Il a été absent parce que le même pays l'a envoyé à La Haye. Donc il y a quelque chose qui est dérangeant, je pense, non? Ça n'a rien d'opinion là, c'est juste un constat que je fais. Je ne pas également de la condamnation sur l'affaire de la fameuse à Boaké. Tu l'as écouté dans l'interview qu'il m'a accordé. Il dit on m'accuse d'avoir braqué la BCAO. Ok, Gbagbo braquant la BCAO, c'est un peu fort de café. Mais bon, je ne viens pas pour juger, peut-être qu'ils ont des éléments que je n'ai pas, mais moi je cherche ces éléments-là. Mais une fois que vous avez dit ça, qu'il était à La Haye, et que vous l'avez envoyé à La Haye, comment vous le condamnez pendant qu'il est absent?
Maintenant, il est revenu. Pourquoi est-ce qu'on ne recommence pas? Puisqu'il était absent, pas de son fait. Bref, c'est compliqué. Et puis, est-ce que c'est le moment encore de créer une crise? C'est justement la question que je voulais poser. Est-ce que ce problème doit être résolu au niveau du juridisme et tout? Est-ce que c'est pas juste une affaire politique? Parce que mine de rien, le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire relève d'une décision politique. Alassane Ouattara aurait pu le garder en exil. Donc, pourquoi, selon vous, il ne va pas au bout de cette logique pour laisser Gbagbo compétir? J'ai un peu de mal avec ça. Je sais que dans la politique, on essaie toujours de disqualifier l'adversaire. Peut-être qu'il faut être plus élégant dans la manière de disqualifier. Je pense que ça manque un peu d'élégance, c'est mon point de vue. Ça manque un peu d'élégance parce qu'on aurait pu tout simplement trouver le moyen de faire une compétition. On voit ce qu'il faut sur le tapis rouge. Et puis je vois un peu ça sur le tapis vert. Et puis je vois un peu ça comme la preuve que peut-être que le président Alassane Ouattara veut remettre à ça. Parce que pourquoi éliminer toutes ces personnes? Je m'interroge. On se rappelle aussi, on fait un peu d'histoire, qu'il y a quelques années, c'est Alassane Ouattara qui était un peu dans la même situation. Il a fallu une décision politique courageuse de Laurent Gbagbo pour qu'Alassane Ouattara puisse compétir. Et je peux dire, ayant suivi la crise ivoirienne, que c'est une décision qui a beaucoup fait mal à l'intérieur du camp Gbagbo, qui lui a créé beaucoup d'inimitiés parce qu'il y avait des caciques qui étaient totalement opposés. Alors, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'Alassane Ouattara se rappelle de ça? Parce que, admettons-le, sans Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara n'aurait pas pu préserver la République en Côte d'Ivoire, tout à fait. C'est ça qui me chagrine un peu, parce que je ne prends pas souvent position dans ce genre de choses, compte tenu de ce que ça suscite comme commentaire, comme violence verbale après. Mais à la vérité, je me dis, il faut peut-être qu'on ait un peu de mémoire. Que sur ce coup-là, le président Alassane Ouattara devrait avoir un peu de mémoire. Et puis, est-ce qu'on a besoin de cette nouvelle crise en Côte d'Ivoire? Il a travaillé pendant toutes ces années, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. On regarde la Côte d'Ivoire a considérablement changé. Chacun peut juger comme il le sent. Mais peut-être que c'était le moment de montrer l'élégance en disant, ok, vas-y aux élections et puis on va voir ce qui va se passer. J'ai mon bilan pour moi, etc. Quel est l'intérêt de créer une nouvelle crise politique dans le pays? Alors, à côté de Laurent Gbagbo, il y a le cas Didier Retière, qui est un cas un peu particulier à toi envie de dire. Comment est-ce que vous appréhendez cela? J'ai deux lectures là-dessus. La première, c'est que on n'est pas conséquent avec nous-mêmes. Il faut à un moment donné qu'on se dise, soyons sérieux. On regarde les grandes nations et on se rend compte que le rôle de leur diaspora est particulièrement important. Quand je regarde Singapour est devenu Singapour aujourd'hui grâce à sa diaspora. Ceux qui ont remis Singapour sur les rails, c'est sa diaspora. Quand tu regardes l'État d'Israël, qui aujourd'hui est dans un autre camp, mais quand tu regardes, c'est sa diaspora qui est sa force. D'accord? Mais quand tu reviens en Afrique du Sud, c'est bizarre que la diaspora soit ainsi stigmatisée, exclue du jeu politique. On utilise tous les subterfuges pour écarter ceux qui sont à l'extérieur, alors que c'est une force. Ça, c'est le premier élément que je constate. Comment on peut en arriver à exclure les gens simplement parce qu'ils ont pris une autre nationalité? On vous répondra que c'est la loi, on te répondra, c'est la loi. La loi est faite par les hommes. Et la loi, on l'a modifiée, elle évolue. J'estime qu'à un moment donné, on doit se dire, est-ce qu'on est conséquent? Et puis on est dans une hypocrisie collective. Toutes ces personnes qui disent ça ont des passeports cachés. Toi, tu le sais. Et quand tu regardes, nous, en tant que journalistes, on sait qui porte quel type de passeport. Oui, on a eu à croiser certains dans les aéroports. Ils sont du côté des étrangers. C'est-à-dire, vous rencontrez des autorités de vos pays. Et quand on demande des passeports français, européens, vous êtes surpris de leur répondre de chemin. Nous, on est dans une hypocrisie collective qui est nocive, qui est dangereuse. Chacun d'entre nous, si on se met à faire ce type de papier, c'est juste que j'aime pas beaucoup le journalisme qui consiste à entrer dans la vie privée des gens, mais il y a des passeports que nous avons brandis qui sont des passeports d'autres pays, et ça ne fait pas qu'ils soient moins national, qu'ils soient moins patriotes. J'estime que c'est un faux débat.
exclut Didier Thiam pour ces raisons-là, pour moi, c'est complètement loufoque. Ensuite, il y a à côté de ça le fait que le même président Alassane Dramane Ouattara subit ça dans sa chair. L'exclusion. Il a subi ça d'être accusé toute sa vie d'étranger. Tout le monde se souvient de cette stigmatisation du président Alassane Dramane Ouattara, burkinabé, voltaïque, tout ce qu'on veut, américain, etc. Et c'est expliqué, les vidéos circulent encore. Que ce soit sous son règne, sous sa présidence, qu'on soit en train d'exclure quelqu'un pour les mêmes raisons, un enfant né dans ce pays, dont le père a été ministre dans ce pays, ses frères ont servi dans ce pays, qu'on soit en train de l'exclure pour ça, ça me dérange un peu. On peut entrer dans le juridisme, de faire dire au droit ce que l'on veut. Mais la réalité, elle est celle-là. C'est qu'on est en train d'exclure un enfant du pays, simplement pour des raisons juridiques, pour des raisons de papier, administratives, qui sont pour moi un faux débat et qui risquent d'apporter des troubles dont on n'a pas besoin. Laissons-le aller compétir. Est-ce qu'il va gagner? C'est pas certain. Est-ce qu'il a la popularité qu'on lui attribue? Je n'en sais rien. Mais arrêtons avec des faux sujets qui, à un moment donné, nous mettent dans des situations inextricables. Aujourd'hui, il y a un monsieur dont le père a été ministre, dont les frères travaillent au pays, qui a porté un passeport ivoirien. On dit non, il a porté aussi un passeport français, il a renoncé à sa carte, etc., etc. Est-ce qu'on n'est pas un peu ridicule quand on parle de tout ça? Est-ce qu'il aime la Côte d'Ivoire ou pas? Le président Alassane Dramane Ouattara, est-ce qu'il aime la Côte d'Ivoire ou pas? Il a montré qu'il aime la Côte d'Ivoire et il a fait 3 mandats déjà. Sans trahir la Côte d'Ivoire, en servant la Côte d'Ivoire. On peut juger de la qualité, etc., mais il a servi la Côte d'Ivoire. Comment peut-il laisser aujourd'hui qu'on exclue quelqu'un qui a à peu près le même parcours, qui a à peu près les mêmes qualités, les mêmes défauts, tout simplement parce qu'on dit non, il a porté tel passeport à telle date, etc. Ce débat, je ne rentre même pas dedans parce que j'estime que c'est ridicule. Les lois sont faites par les hommes et on les adapte en fonction des contextes et des situations. Alors, on va sortir de la Côte d'Ivoire, mais avant, je voudrais quand même te demander, est-ce qu'on a autant de raisons de s'inquiéter, comme on peut l'entendre ça et là? Est-ce qu'il n'y a pas un peu une surenchère à la peur? Parce que le contexte n'est véritablement pas le même. On a la rébellion, le pays n'est plus divisé en deux. Est-ce qu'on peut... Qui attendait la rébellion à l'époque? Quelqu'un savait que la rébellion viendrait. D'où elle viendrait? Je pense que plus on diminue les risques, mieux c'est. Et je parle là à des financiers qui savent qu'on doit le plus possible éloigner le risque. Aujourd'hui, que l'on dit un mort ou deux demain, c'est 2 morts de trop. Si les violences, c'est des violences de trop, surtout quand on a construit le pays comme il est en train de le faire, on n'a pas besoin de ça. Et on ne sait jamais où le feu s'allume. On ne sait jamais. Est-ce qu'on a besoin de jouer avec les allumettes pour voir si ça va? Parce qu'on se dit que l'essence est loin, je ne suis pas de ces amis-là. Il y a un risque. L'exclusion entraîne toujours un risque. Est-ce que quelqu'un par nature, ça suscite chez d'autres une réaction qui peut être faible, qui peut être forte, mais qui peut présumer de ça, je ne sais pas. Surtout qu'on a parlé de Laurent Gbagbo, de Didier Thiam, mais on n'a pas parlé de Guillaume Soro, qui est également exclu, qui est en exil. Et on connaît qui est Guillaume Soro, on connaît son parcours, on connaît aussi le poids qu'il continue à avoir, bien qu'il est en exil en Côte d'Ivoire. Le cas de Guillaume Soro, comment est-ce que toi, Alain, tu l'apprécies? Parce que c'est un cas, je t'ai vu interviewer Guillaume Soro à plusieurs reprises, tu connais très bien Guillaume Soro et la situation en Côte d'Ivoire. On sait tous aussi que si Alassane Ouattara est président aujourd'hui, il le doit, mais il s'est lâché. Non, à Guillaume Soro, il s'est lâché. Il a expliqué le lien qu'il a avec le président Ouattara. J'ai du mal à comprendre. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre qu'on exclue tout ce monde-là du jeu politique. J'ai beaucoup de mal. Alors que je m'attendais à ce que ce président qui a fait 3 mandats déjà, qui a un certain âge, se dise bon, on va apaiser, on va remettre toujours là, je te coupe pas, mais surtout qu'on se rappelle de ce discours qui avait fait pleurer certains. En ça, il est temps de passer le pouvoir à une autre génération. Oubliez les Ivoiriens, laisser partir pour se reposer, s'occuper de ses enfants, de ses
1820, etc., qu'on en soit là aujourd'hui, je m'interroge. Il y a de quoi s'interroger ou pas? Maintenant, je sais que c'est quelqu'un qui est d'une intelligence remarquable, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe qu'on soit là? Guillaume Soro, c'est son proche. Il était très proche, il lui a fait des promesses. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas? On aimerait bien savoir. Mais pour moi, je trouve que tout c'est bien dommage, parce qu'en réalité, les partisans d'Alassane Ouattara accusent Guillaume Soro d'avoir été impatient. Et donc ça fait qu'on doit l'exclure de la compétition. Je suis un peu curieux de comprendre ce raisonnement-là. Je me demande qu'ils soient impatients. Ça, c'est son problème. Maintenant qu'on le laisse aller devant les électeurs, ils feront leur choix. J'ai écouté les gens dire, je ne laisserai pas les gens mettre le désordre dans ce pays. Peut-être que c'est en empêchant à ces gens-là d'être là que le désordre viendra. On a vu comment le désordre est arrivé. Et Guillaume Soro faisait partie de ceux qui sont allés lever une armée. D'accord? Pour qui? Chacun le sait. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que ça arrive aujourd'hui à nouveau? Je ne sais pas. Alors, la solution, ce serait peut-être qu'il y ait une grande armistice, qu'on remette tout à plat, qu'on rebatte les cartes, parce qu'on peut parler également de Charles Blé Goudé, qui est également dans cette situation, qui est totalement déchu de ses droits civiques, et se retrouve dans une situation compliquée où ses avoirs sont toujours gelés, etc. Puis aussi, qui, comme Guillaume Soro, est un acteur assez important. À la vérité, Jules, moi j'y comprends rien. Je ne comprends rien parce que j'ai discuté il y a quelque temps, juste après que le président Ouattara ait mis le 3e mandat, en disant bon, ben, je pense que c'est le mandat de l'apaisement. Avec un homme politique que je ne vais pas citer ici, qui était un proche du régime actuel, en disant que ça va être le mandat de l'apaisement. Je me rends compte qu'à la fin de ce mandat, on n'est pas dans l'apaisement, parce que je me disais tout le monde va pouvoir discuter. Quand le président Gbagbo est revenu, quand jamais on a vu les images, c'est impressionnant, c'est émouvant. Voilà, Gbagbo, Bédié, Ouattara, on se disait enfin, c'est le début de la vraie réconciliation. Mais là, je suis un peu déçu qu'on n'en soit pas là. Du fait de qui? Moi, je suis curieux, j'aimerais bien pouvoir l'interviewer, le président Ouattara. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas interviewé pour qu'il me l'explique. Qu'il soit assis comme je suis assis devant toi, pour dire voilà pourquoi. Et qu'il ne sorte pas le juridisme, parce que le juridisme, on en fait ce qu'on veut, je veux dire. On sait bien que dans nos pays, et pas que dans nos pays, on utilise le droit à des fins très très politiques, et ça arrive très très régulièrement, c'est même généralement la pratique. Alors tu me donnes là une transition parfaite, qui n'est serrée même, parce que question de droit et de juridisme, il en est pleinement question aujourd'hui dans un pays. Bon voilà, on a fini cette vidéo à plus de 17 minutes. Donc voilà un peu ce que je vais vous montrer. Voilà ce que Alain Foka dit par rapport à la Côte d'Ivoire. Il a ressorti l'historique, comment est-ce que Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir avec la décision courageuse, n'est-ce pas, de Laurent Gbagbo, qui avait permis qu'il puisse se présenter malgré, n'est-ce pas, les critiques de l'ivoiriénité dont il était victime. Maintenant, c'est lui, il paraît que c'est lui qui est en train de mettre les bâtons dans les roues en utilisant les mêmes raisons pour écarter ses adversaires politiques, en l'occurrence Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et le reste. Donc voilà, il propose comme apaisement de laisser que ces ténors, n'est-ce pas, de l'opposition et du pouvoir se parlent. Donc Alassane Ouattara et l'opposition se parlent, qu'ils puissent se parler et qu'ils puissent laisser tout le monde compétir afin que la décision puisse être prise par le peuple ivoirien. Alors vous, Ivoiriens, vous m'écoutez, et qu'est-ce que vous pensez de cela? Qu'est-ce que cela vous inspire, la position ou l'explication de M. Alain Foka? Est-ce que vous avez des solutions que vous pouvez aussi proposer? Ou qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Dites-le nous en commentaire, likez, partagez. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne pour nous donner la force. Merci beaucoup pour tout cela. On se revoit plus tard dans une autre vidéo. Je vous dis pour l'instant à bientôt. Ciao, ciao.